Reste-toi cette porte. Mais tu vas t'ouvrir, oui. Ah, bah voilà. Comme quoi. Bon alors, c'est parti. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en ce jour de Sanguinala, souvenons-nous de la victoire ultime de notre Seigneur, l'Empereur de l'humanité, sur le mal incarné, Horus. Cette victoire fut permise par le sacrifice de son véritable fils favori, Sanguinius, loué soit son nom, mais également grâce à la sagesse de notre Seigneur, dont l'Esprit Saint s'est fait toujours un devoir d'aller au combat dans un corps saint. En effet, mes chers fidèles, saint Jodaël, dans son épître aux Mitrains, affirme qu'avant de faire face à l'horreur et de tous nous sauver, l'Empereur Dieu invoqua le saint pouvoir d'Holy Énergie, cette eau bénite miraculeuse, vierge de la corruption du warp, des souillures chimiques et des sucres ajoutés qui sont la marque des boissons tentatrices du chaos qui inlassablement cherchent à corrompre nos corps et nos âmes. Holy Énergie est la réponse de l'empereur, l'alternative saine pour hydrater tous ses fidèles sans mettre en danger ni leur santé ni leurs économies. Par sa science divine, l'empereur est même parvenu à donner à cette création un éventail de saveurs véritables, à même d'égayer les repas de Sanguinal qui vous attendent. Et pour patienter avant le jour saint, très chers frères et très chères sœurs, comptons les jours ensemble avec les calendriers impériaux Holy Crusade pour une croisade qu'elle est bien bonne. Un esprit saint dans un corps saint, telle est la volonté de l'empereur, mes très chers fidèles. Le feu prométhéen, le marteau du salut, le régende nocturne, le seigneur des Dracs. Vulcan était le primarque des Salamanders, guerrier indomptable dont la force au combat était tempérée par la profondeur de sa sagesse. Vulcan était le père de la légion des Salamanders et son parangon. À la guerre, sa fureur était comparable à celle de n'importe lequel de ses frères, et pourtant il était toujours maîtrisé par une compréhension aiguë de la destruction qu'il causait et du pouvoir et de la responsabilité redoutable que lui et sa légion portaient en tant qu'anges de la mort. Dans toutes ses entreprises, Vulcan a toujours cherché à limiter la destruction inutile et gratuite, voyant en cela un chemin vers la ruine et la désolation de l'âme, assumant toutes les difficultés que cela pourrait lui apporter, à lui ou à ses fils, sans se soumettre en absorbant la sagesse que de telles souffrances apportaient, lui permettant ainsi de se forger en un protecteur toujours meilleur pour l'impérium grandissant. Mais comme les feux de la terre profonde, cette source de puissance sauvage dormait mais ne s'éteignait jamais, pour être mise à contribution en cas de besoin, aussi implacable et dévastatrice que les feux du monde turbulent qu'il appelait son foyer. Vulcan était un colosse à l'armure verte. Le fermoir de sa cape d'écaille couleur terre d'ombre reposait contre un énorme crâne draconique du nom de Kézaré, créature qu'il avait terrassée il y a longtemps, ornant l'épaulière de la meilleure armure connue de l'Imperium, et ses gantelets monstrueux grognaient d'une énergie bleue ardente. Sa peau avait le noir de l'obsidienne polie, ses yeux le rouge d'un coucher de soleil au soir de la bataille. Son corps d'un noir d'onyx était comme une dalle de muscles de granit,
Pratiquement chaque partie de sa peau était décorée de marques qui représentaient des faits d'armes, des batailles, des vies prises et épargnées. Certaines remontaient même à l'époque de Nocturne, avant que l'empereur et lui n'aient été réunis. Sans exception, Vulcane se souvenait précisément de ce que chacune d'elles représentait. Ce marquage rituel faisait partie du credo prométhéen né sur Nocturne il y avait de cela bien des années. La méthode et la tradition étaient importantes pour Vulcane. Les enseignements qu'il prêchait à ses fils reposaient sur ces mêmes dogmes. Lorsque l'empereur parcourait encore l'univers afin de sauver la galaxie de la régression, de la superstition et du mysticisme, il créa les primarques, des êtres surhumains. Cependant, son projet ne passa guère inaperçu car un vortex aspira les fœtus des primarques dans le warp. La capsule de celui qui allait devenir Vulcane, le primarque des Salamanders, échoua sur un monde nommé Nocturne. L'opus prométhéen, dont est issue la majeure partie des connaissances concernant le primarque, évoque le passage d'une comète flamboyante dans le ciel de Nocturne durant le temps de jugement, une période où la planète était ravagée par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Nocturne était un monde inhospitalier, volcanique, parsemé de pics rocheux et d'immenses montagnes basaltiques dont les seules richesses étaient ses nombreux gisements de minéraux. Depuis son installation, sa population humaine subissait des attaques des Xénos baptisés les spectres du crépuscule, en réalité des pillards Drukhari, qui pillaient inlassablement ses villes et enlevaient ses enfants pour en faire leurs esclaves. En conséquence, le peuple de Nocturne était devenu robuste et pragmatique, n'accordant que peu d'intérêt à des choses aussi triviales que le repos ou les loisirs. Un forgeron nommé Henbel et vivant dans une cité baptisée Hésiode trouva sur la plaine de cendres la capsule de Vulcane et découvrit le garçon. Il pensa que le primarque était un miracle ou bien un démon craché par la terre pour le tourmenter. Mais il ne vit au final qu'un très jeune enfant, une chose si petite, si vulnérable, entourée par tellement de morts. Il crut qu'il était décédé, que le crash l'avait calciné car le sable s'était vitrifié à l'intérieur du cratère de la capsule, mais le feu ne l'avait jamais touché, ne laissant même pas une marque. Il pleurait à peine, et ce n'était pas de douleur ou parce qu'il n'était pas bien là où il était. Il ne voulait simplement pas être seul. Henbel en référa au conseil du village, car depuis de nombreuses années, ces sages avaient prophétisé l'arrivée d'un sauveur, un guerrier qui descendrait des cieux pour les débarrasser des déprédations des spectres du crépuscule, et les gens perçurent immédiatement la majesté qu'abritait l'enfant découvert par le forgeron. En revanche, personne n'osa revendiquer ses droits sur le primarque, et il fut décrété qu'il serait élevé et formé par Henbel. Le maître forgeron l'appela Vulcane, en référence au premier roi des salamandres, les gigantesques lézards qui vivaient dans les montagnes volcaniques de Nocturne. Vulcane grandit à une vitesse extraordinaire. Au bout de seulement 3 années terrestres, il était plus fort que n'importe lequel des hommes du village et son esprit plus affûté que le meilleur poignard nocturnien. Il avait assimilé avec une facilité déconcertante l'art de la métallurgie que lui avait transmis Henbel et surpassa bientôt le célèbre forgeron dans son propre domaine. De fait, ce fut Vulcane qui révéla aux gens de Nocturne les secrets de l'acier, les mystères du corroyage, du damas, des alliages, améliorant encore leur déjà considérable talent d'armurier. Quelques années plus tard, Vulcane était devenu un géant à la force démentielle, vivant avec Henbel qui lui avait appris lors de sa première année sur Nocturne le respect du feu, notamment celui craché par le mont Feu de Mort. Un jour, alors qu'il aidait son père adoptif dans sa forge, un lieu qui l'apaisait et où il se sentait à l'abri,
Il reçut de sa part une nouvelle pointe pour sa lance afin de tuer beaucoup de Sorok sur la plaine aridienne, symbole de son affection paternelle. Puis Henbel vit dans les yeux de Vulcan son interrogation sur ses origines, bien que le primarque enserra le vieil homme en assurant qu'il serait à jamais son père, celui l'ayant accueilli et élevé. Le comprenant, Henbel le guida vers le fond de la forge de pierre, où se trouvait une vieille enclume dans la pénombre, recouverte d'un pan de cuir que Henbel ôta et jeta au sol. Vulcan aida le forgeron à la déplacer pour découvrir une dépression carrée dans le sol, une sorte de trappe. Vulcan souleva l'énorme dalle de pierre, révélant un passage sombre qui s'enfonçait dans la terre. Vulcan ressentit alors de la peur et fit ses premiers pas dans le noir, trouvant un escalier de pierre qui résonnait à chacun de ses pas. Il continua sa progression, et une forme métallique au contour anguleux commença à émerger des ténèbres. Avant qu'il ne puisse continuer, un bruit sourd résonna à travers les murs de la forge, le corps de l'une des tours de garde de la ville d'Hésiode. Les spectres du crépuscule arrivaient. Vulcan et Henbel quittèrent la forge en courant et se rendirent en ville. Un ciel de sang surplombait Hésiode, et des nuages ourlés de rouille tourbillonnaient et se percutaient dans le firmament carmin. Des particules de cendres et de fumée se mêlaient à la brise, et une chaleur prégnante alourdissait l'air comme une chape constituée de chaînes invisibles. Henbel expliqua à Vulcan que c'était un présage sanglant, l'aube infernale. Voyant son peuple paniqué et cherchant à trouver refuge, Vulcan décréta que cette folie devait cesser et courra escalader les flancs du monolithe afin d'observer les contrées qui entouraient Hésiode. Il y vit des taches sombres teintées d'orange qui parsemaient l'horizon, là où des villages lointains étaient en train de brûler. Il comprit que les bergers nomades fuyaient vers Hésiode tandis que leur troupeau de Sorok se faisait massacrer par les spectres du crépuscule. Ulcéré, Vulcan s'éloigna et se dirigea vers la forge de son père et en ressortit avec 2 solides marteaux de forge posés sur ses épaules. Le désespoir de Henbel se mua en résolution, et le père adoptif du primarque se saisit de sa lance, annonçant qu'il se battrait aux côtés de son fils. Galvanisé par le courage de Vulcan, une centaine d'hommes et de femmes le rejoignirent vers le milieu de la place, et ensemble ils se tinrent devant les portes d'Hésiode, des armes entre leurs mains. Vulcan annonça à Henbel avant l'inévitable qu'il voulait qu'il scelle la trappe, ne voulant pas savoir ce qui se trouvait là-dessous. Savoir qu'il était de Nocturne lui suffisait amplement. Les spectres du crépuscule ne tardèrent pas à faire leur apparition, exudant une cruauté quasi palpable. Des sorcières vêtues de cuir furent les premières à franchir le seuil, leurs longues chevelures ornées de lames effilées et maniant des lances dentelées, des fauchons cruels et d'autres instruments tranchants dont Vulcan ignorait la fonction. Le primarque leur hurla de partir, mais pour toute réponse, les Xénos rirent. L'un d'eux se rua sur Vulcan avec la vitesse d'une vipère, contournant son flanc dans le but de l'éventrer dans son angle mort. Mais Vulcan bloqua le coup destiné à le mutiler avec le manche de son marteau et abattit l'autre sur le crâne de son adversaire qu'il tua sur le coup. Un moment de flottement eut lieu devant cette scène inédite, et l'une des sorcières sourit, son intérêt et son ardeur soudain piqués au vif. Puis les portes de la ville d'Hésiode explosèrent, engloutissant Vulcan dans les flammes. Des guerriers vêtus d'armures noires de jet se déversèrent d'une barge en brandissant avidement lames et crochets. Vulcan les écrabouilla tandis que ses concitoyens attaquaient les esclavagistes. Vulcan bondit par-dessus une horde de guerriers puis atterrit devant la barge. Ses mains puissantes se saisirent du nez lamellaire de la machine, puis il la renversa sur le côté. La barge roula sur le sol avant d'exploser. 2 autres appareils arrivèrent dans son sillage et l'une d'elles tenta d'empaler Vulcan sur sa proue hérissée de piques. Avec une précision parfaite, le primarque bondit sur la barge flottante lancée à pleine vitesse et courut tout le long,
massacrant au passage les spectres du crépuscule. Il se retrouva face au seigneur esclavagiste qui le contemplait à travers les fentes oculaires de son casque à cornes. Vulcan tua ses gardes du corps sans effort, mais vit ses marteaux être détruits durant les combats, l'obligeant à achever les Xénos restants à main nue. Le seigneur Xénos pointa alors son gantelet, s'apprêtant à déchaîner l'arme qui était fixée. C'est alors que Henbel l'appela et lui jeta un marteau de forge que Vulcan saisit d'une main avant de le lancer droit sur le visage du seigneur esclavagiste qui eut sa tête pulvérisée. Le primarque retourna dans la mêlée et entreprit d'affronter les autres spectres du crépuscule sans ralentir la cadence. Désemparés par cette résistance inattendue, les survivants du groupe de pillards Xénos se retirèrent avant d'être totalement détruits. Seules les sorcières, obnubilées par leur soif de bataille, restèrent, et celle qui avait souri au primarque faillit tuer Henbel, qui eut la vie sauve que par le sacrifice d'un nocturnien qui se jeta entre les lames de la sorcière et le vieux forgeron, perdant sa vie, mais offrant le temps à Vulcan de rejoindre son père adoptif. Il défia la Xéno de l'affronter, mais celle-ci esquiva les coups du primarque et effectua une série de sauts périlleux, de contorsions et de voltes, jusqu'à se retrouver suffisamment loin de Vulcan pour pouvoir le provoquer, puis s'enfuir, devenant la seule à réchapper au massacre. Par-delà les murs fracassés des iodes, une brèche s'ouvrit dans la trame de la réalité et avala la sorcière en dernier puis se referma. Vulcan se sentit mal à l'aise devant la fureur sanguinaire dont il avait fait preuve, malgré les encouragements de Henbel et le fait qu'il fût célébré en héros par les survivants. Mais devant le chagrin du primarque, Henbel lui avoua alors qu'il venait des étoiles. Plus tard, le récit de la résistance héroïque du village eut au fait de se répandre comme une traînée de poudre sur toute la surface de Nocturne, et bientôt, les représentants des 7 plus grandes cités de Nocturne vinrent rendre hommage à Vulcan pour son exemple. Là, ils firent le serment de ne plus jamais se cacher, mais de faire face à leurs ennemis et de les écraser. Il fut décidé de rassembler tous les peuples de la planète afin de célébrer cette grande victoire, ce qui donna l'occasion aux guerriers les plus forts et aux forgerons les plus habiles de se mesurer. Agacé de constater que depuis des décennies les anciennes tribunes nocturnes avaient pâti des déprédations des spectres du crépuscule, et comprenant que les Xénos s'attaquaient quand venait la saison des moissons, quand le sang du monde cessait de couler et que les montagnes s'endormaient, Vulcan prit la décision de braver la peur ambiante, alors que les chefs de tribu ne pensaient qu'à trouver refuge dans les cavernes les plus profondes en attendant que les pillards esclavagistes se lassent. Agissant à l'encontre de la volonté des chefs et accompagné de son père Henbel, il a réuni les meilleurs guerriers des 7 tribus et a tendu une embuscade aux pillards à l'endroit précis où ils apparaissaient sur Nocturne. Voyant que les spectres du crépuscule avaient surgi d'un portail étrange, le primarque décida de l'emprunter, espérant avoir l'occasion de résoudre le problème à la racine et de mettre fin à toutes ses souffrances. Ce fut une erreur qu'il regrettera plus tard amèrement. Vulcan dirigea son groupe de chasse à travers le portail et se retrouva aux abords d'une ville nommée Elindrak, un lieu plongé dans une obscurité véritable qui refermait seulement qu'une suggestion de la lumière. Il n'y en avait pas trace en ce lieu et ses tréfonds étaient même soumis à une non-lumière contre nature qui n'était pas seulement l'absence, mais la négation active de la lumière. Elle conférait à l'obscurité de la substance, une présence qui allait au-delà du dérangeant, pour entrer dans le domaine de l'infraction aux lois de la nature. Là, Vulcan perdit des camarades qui eurent une mort terrible, hurlant alors qu'ils furent déchiquetés ou entraînés dans des ténèbres vers un destin qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Durant ce périple, Vulcan rencontra on ne sait comment une créature extrêmement dangereuse, dans une sombre tour faisant office de bouclier d'ombre, une mandragore se nommant Keradruak, le chasseur de têtes. Avec 8 de ses compagnons, il affronta ce monstre dans sa tanière,
la créature éliminant ses frères d'armes, les décapitant un à un. Mais elle connaîtra la frustration de ne pas mettre la main sur le crâne du primarque, car Vulcan fut le seul à en réchapper grâce au don de l'empereur. À son retour, ensanglanté et honteux de son hubris, il scella la porte en la détruisant de ses mains en toute hâte, sachant qu'il ne pouvait pas la laisser ouverte sous peine de subir d'horribles représailles, hanté par le rire des spectres du crépuscule qui l'avaient suivi jusqu'à Nocturne. Mais quand vinrent les moissons suivantes, les Drukhari ressurgirent, car à l'époque, Vulcan n'avait pas compris qu'il pouvait trouver les humains pratiquement à loisir, car disposant de nombreux accès à Nocturne. Un jour, Vulcan participa à des festivités où chaque représentant des cités devait s'affronter dans diverses épreuves. Mais un inconnu à la peau pâle et avec des vêtements de facture visiblement étrangère, mais puissamment bâtis, apparut aux portes du village du primarque et demanda à prendre part aux compétitions. Bien qu'il se refusât à révéler ses origines, il fut admis à concourir. Il déclara qu'il pouvait battre n'importe qui et la foule éclata de rire, car tant au niveau du physique que du mental ou de l'habileté, personne n'était capable de se mesurer à Vulcan. Le primarque et l'étranger s'accordèrent sur le fait que le perdant du concours devait prêter allégeance au vainqueur. De nombreuses épreuves de force et d'endurance se déroulèrent au cours des 8 jours suivants. Ainsi, alors que la plupart des hommes les plus forts pouvaient tenir une enclume brandie au-dessus de leur tête durant tout au plus 1h30, Vulcan et l'étranger restèrent ainsi chargés une demi-journée avant que les juges ne déclarent une égalité, afin de pouvoir passer à la suite des épreuves. Il fut constaté assez vite que les deux concurrents étaient de force et d'adresse égale, même si occasionnellement l'un ou l'autre prenait l'avantage. Lorsqu'arriva la dernière épreuve, la chasse à la salamandre, l'équilibre des forces était intact. Vulcan et l'étranger disposaient d'un jour et d'une nuit pour forger la meilleure arme possible afin de chasser la plus grande salamandre qu'ils pouvaient trouver. Celui qui ramènera le plus gros cadavre gagnera l'épreuve et obtiendrait l'obéissance de son adversaire. Une fois leurs armes fabriquées et alors que le soleil de Nocturne se couchait, le primarque et son concurrent scrutèrent les plus hauts pics à la recherche des traînées de flammes qui trahissaient la position des salamandres. Vulcan déclara qu'il escaladerait le mont Feu de Mort, car c'était là que se trouvaient les plus grands spécimens, des bêtes cracheuses de feu pesant plusieurs tonnes. L'étranger hocha la tête et annonça qu'il suivrait Vulcan où qu'il aille. On raconte que les rivaux escaladèrent les flancs abrupts de la montagne à une vitesse étourdissante, bondissant de rocher en rocher. L'étranger portait une lame acérée tandis que Vulcan avait un immense marteau à tête argentée. Ils disparurent de la vue des villageois, mais les cieux résonnèrent bientôt du fracas des combats tandis que les flammes des salamandres commençaient à s'échapper vers les sombres nuées qui se massaient au-dessus des volcans. Vulcan fut le premier à trouver sa proie et l'abattit d'un puissant coup de marteau. L'étranger aperçut alors plus haut une autre salamandre, encore plus imposante, et se lança à sa poursuite. Alors que Vulcan retournait au village avec sa proie, le mauvais sort frappa et le mont Feu de Mort entra en éruption, projetant des rocs et de la lave haut dans les airs. Le primarque fut précipité dans une crevasse, mais parvint à se rattraper à son bord où il resta accroché d'une main pendant plusieurs heures, l'autre serrant fermement la queue de la salamandre. La montagne continuait de vomir ses scories et même s'il savait qu'il ne pourrait pas tenir indéfiniment, Vulcan refusait de desserrer son étreinte sur le monstre et d'admettre sa défaite. Au moment où Vulcan commençait à lâcher prise, l'étranger apparut de l'autre côté d'une coulée de lave et l'appela. Le primarque répondit mais se rendit compte que la salamandre qu'il avait tuée était moins grande que celle de l'étranger. Affaibli par plus d'une semaine d'épreuves harassantes, sa constitution pourtant considérable lui fit défaut et sa main commença à trembler. Mais Vulcan était trop fier pour appeler à l'aide, mais il sembla que l'étranger comprit le danger qui menaçait le primarque, car il lança son trophée dans la lave pour s'en faire un pont et courut vers lui. Il tira le primarque de l'abîme, et celui-ci vit la carcasse de la salamandre se consumer, puis finir par être emporté par le flot de lave.
Épuisés, ils restèrent allongés sur la pierre nue pendant quelques minutes, puis l'étranger se leva et aida Vulcan à en faire de même. Au loin, la flaque de lave avait avalé le précieux trophée de l'étranger, les privant de pouvoir rebrousser chemin par là. Vulcan fut surpris que l'étranger lui ait sauvé la vie alors qu'il aurait pu rentrer en ville en champion. Pour l'étranger, une victoire au prix de la vie de son adversaire aurait constitué un triomphe bien vide de sens. Constatant que la montagne n'en avait pas encore fini et qu'elle pouvait encore entrer en éruption, Vulcan invita l'étranger à l'accompagner pour retourner à Hésiode. Le retour de Vulcan fut célébré en grande pompe. Tous les habitants ainsi que les chefs et les émissaires des 6 autres agglomérations de Nocturne s'étaient rassemblés pour assister à la conclusion du tournoi. Bell fut parmi les premiers à voir le primarque rentrer sain et sauf, le saisissant dans une étreinte féroce et le félicitant pour ce qui était à ses yeux la victoire de son fils adoptif. Les cris de la foule scandant son nom étaient assourdissants pour Vulcan, alors que les rois tribaux s'avançaient pour le saluer et profiter de sa gloire. Quant à l'étranger, il demeurait silencieux et immobile, le regard posé sur Vulcan, se contentant de l'observer. Le roi tribal de Thémis, Banek, déclara que la peau de drac écailleuse toujours perchée sur l'épaule de Vulcan ferait une fière cape, mais c'est alors que Vulcan, qui avait presque oublié la présence de la peau de drac, refusa les honneurs. Il ôta la peau de son épaule et la tendit à l'étranger, déclarant que sacrifier son orgueil pour sauver une vie était la vraie noblesse et que tous les honneurs revenaient à l'étranger, décelant de l'approbation dans les yeux insondables de cet inconnu. Celui-ci lui déclara alors que l'humilité et le sacrifice de soi allaient bien ensemble et que Vulcan était tout ce qu'il espérait. Vulcan ne s'était pas attendu à cette réponse et il demanda alors qui il était. Alors l'étranger se révéla à lui comme l'empereur de l'humanité, se débarrassant de l'illusion qu'il avait camouflée. Les gens de Nocturne tombèrent à genoux devant tant de majesté. Plus tard, il resta seul avec l'étranger, assis ensemble et contemplant le désert du brasier pendant que le soleil se couchait sur ces sables hostiles. Vulcan exprima son besoin de réponse sur ses origines et son rôle dans la vie. L'empereur le rassura sur le fait qu'il aurait des réponses, mais une partie seulement, les autres devant être découverts par lui-même. Il comprit que sa destinée était dans les étoiles, dans une vie au-delà de Nocturne, monde qui allait lui manquer cruellement. Mais il fut joyeux d'apprendre l'existence de frères, des êtres ayant les mêmes capacités que lui, ce qui lui apporta du réconfort. L'empereur lui assura que Bell et son peuple seront à présent en sécurité, mais qu'il se devait de l'aider à unifier la galaxie dans une croisade qui rendrait plus sûre la destinée de l'homme. L'empereur qualifia Vulcan de primarque le plus compatissant et que sa noblesse d'esprit et son humilité seraient le ciment qui assurerait l'unité de sa fratrie disparate. Le primarque Vulcan fit de Nocturne le monde d'origine de sa légion, la 18e, qui fut baptisée les Salamanders. Il réorganisa la légion en 7 loges guerrières qui recruteraient chacune de leurs combattants dans une des 7 colonies majeures de Nocturne, ce qui ne faisait que raffermir le lien entre la population et les Salamanders. Ces derniers devinrent vite synonymes de courage, toutefois les glorieuses victoires de la Grande Croisade ne devaient pas durer. La Grande Croisade prit brusquement fin lorsque Horus, maître de guerre, déclara sa rébellion contre l'empereur suite à l'atrocité de Isvan III, qui vit le massacre de loyalistes Space Marines des 4 légions renégates qui alors avaient déclaré leur soutien à Horus. Aux côtés de ses frères primarques Ferrus Manus et Corvus Corax, Vulcan fit partie de la première vague d'assaut sur Isvan V, monde sur lequel le maître de guerre renégat avait établi une base. Là, la tragédie allait frapper Vulcan et sa légion.
Vulcan avait reçu un ordre de Rogaldorn, primarque des Imperial Fists chargé de mener les fortifications du système Sol, de rallier le monde d'Isvan V avec ses Salamanders afin d'éliminer le primarque Horus, Fulgrim, Mortarion, Angron et leurs légions respectives qui s'y étaient établies. L'impossible avait eu lieu. Le maître de guerre s'était rebellé contre l'empereur et avait assassiné les Space Marines loyalistes des 4 légions des Sons of Horus, des Emperor Children, de la Death Guard et des World Eaters sur Isvan III par un bombardement orbital qui tua les milliards d'habitants de cette planète. Une terrible guerre civile débuta où des puissances plus obscures menaient en réalité les traîtres afin d'éliminer l'empereur de l'humanité. En plus des Salamanders de la Raven Guard et des Iron Hands, l'Alpha Légion, les Iron Warriors, les World Bearers et les Night Lords furent mobilisés. Ferrus Manus reçut le commandement de l'offensive échue. La Gorgone ordonna de faire cap immédiatement vers Isvan V, aveuglé par son désir de vengeance contre ses frères félons. Arrivé dans l'orbite d'Isvan V, le seigneur des Dracs retrouva ses frères Corvus Corax et Ferrus Manus sur le pont du navire de la Gorgone, le Ferrum, pour débattre de la meilleure façon de détruire les forces renégates présentes sur la planète. Il attendit avec ses 2 frères des nouvelles d'éléments des Iron Hands envoyés faire une reconnaissance discrète pour identifier les positions ennemies. Les 3 primarques avaient de plus cartographié les zones d'atterrissage ainsi que les schémas d'attaque optimaux. Néanmoins, sans les autres légions chargées de mater la rébellion d'Horus, rien ne pouvait encore être accompli. Les Salamanders de Vulcan étaient prêts à commencer leur attaque sur Isvan V, mais aucune nouvelle des World Bearers, des Night Lords, des Iron Warriors et de l'Alpha Légion n'arrivait. Puis, un astropathe nommé Sistor rejoignit les 3 primarques sur la passerelle de commandement et fut saisi par les 2 mains de la Gorgone qui le supplia de donner des nouvelles des 4 légions. Sistor leur apprit que les 4 légions n'étaient plus qu'à quelques heures, ce qui enchanta Ferrus Manus qui ordonna l'offensive planétaire totale, sachant que les renforts arriveraient pour une seconde vague. La cible était la dépression d'Urgal, au bout duquel se trouvait la forteresse d'Horus Lupercal. Vulcan reçut la charge de prendre le flanc gauche, tandis que Corax recevait le flanc droit et Ferrus Manus l'avant-garde. Les autres légions devront les rejoindre dès leur sortie du Warp, sécuriser le site d'atterrissage et venir les soutenir. Après sa réunion sur le Ferrum, Vulcan retourna sur son vaisseau, le Fireforge, et était parti se reclure dans ses quartiers privés sans un mot d'explication. Son écuyer Artellus Numéon le rejoignit et lui annonça que les Salamanders étaient prêts, leur serment de l'instant prêté, et qu'ils attendaient les ordres du primarque. Le seigneur des Dracs s'était isolé pour réfléchir sur un fait qui était alors inédit. Des Space Marines allaient affronter d'autres Space Marines dans le cadre d'un conflit. Il avoua à Numéon que les choses ne s'étaient pas bien passées sur le Ferrum, car Ferrus Manus était colérique et emporté, et que ses émotions mal gérées allaient les mener à une potentielle catastrophe, car se ruer sur un adversaire tel qu'Horus n'était que folie. Il montra un magnifique marteau qu'il avait forgé pour féliciter Horus suite à son avènement au poste de maître de guerre, une arme nommée Amenlobe, mais qu'il avait finalement gardé pour lui après avoir ressenti un profond malaise lors d'un échange avec Horus peu avant sa rébellion. La leçon de Vulcan était qu'il fallait douter de la justesse de ce combat, tout comme il fallait cesser ensuite d'en envisager les conséquences. Il n'y avait qu'ainsi qu'un guerrier pouvait être sûr de lever son bolter et sa lame pour une bonne cause et contre un véritable ennemi. Puis le seigneur des Dracs rejoignit le rassemblement, annonçant qu'il ira regarder Horus droit dans les yeux et lui demanderait le motif de ses actes avant qu'il ne soit emmené sur Terra les chaînes aux pieds. Le seigneur des Dracs débarqua sur Isvan V avec la quasi-totalité des Salamanders suite à un largage massif de modules d'atterrissage au-dessus de la dépression d'Urgal. Les forces combinées des 3 légions loyalistes marchèrent vers leurs frères de jadis et les affrontèrent sans pitié. Vulcan affronta principalement la Death Guard, menant ses guerriers qui s'étaient déversés des chars de sa légion. Les combats furent terribles car les traîtres furent menés par les primarques renégats Angron, Mortarion et Fulgrim.
La silhouette imposante de Vulcan traversa les torrents de Bolt, tuant à chaque revers de son arme de corps à corps et à chaque tir de l'arme que son frère Ferrus Manus avait forgé en son nom. Une explosion monumentale éclata au pied du Primarque, le baignant d'un feu tueur. Des dizaines de ces salamanders furent projetés en l'air, leurs armures fondues, la chair arrachée de leurs os. Vulcan traversa les flammes sain et sauf et continua de tuer les traîtres sans marquer un seul temps d'arrêt, tandis que Ferrus Manus s'enfonçait plus encore dans les rangs des renégats avec l'élite des Ironhands, les Morlocks. Comme Vulcan le craignait, la Gorgone laissait sa colère le guider. Puis, Vulcan se retrouva face aux World Eaters et particulièrement devant un Dreadnought Contemptor qui avançait à pas lourds au milieu des saccageurs, une classe redoutable même parmi les World Eaters, et un rappel de l'incarcération d'Angron en tant qu'esclave et combattant des arènes. Un berserker hurlant, une falx à lame courbe dans chaque main, bondit sur Vulcan, qui l'écarta d'un revers de main en plein vol. Mais le guerrier fou furieux parvint à parer le coup mortel et se remit à se battre aussitôt relevé. Il en souleva un autre du sol avant de l'enfoncer la tête la première dans celui-ci pour faire taire ses hurlements. Puis il échangea des coups avec le Contemptor qui, malgré sa taille, se faisait lentement réduire en pièces par le Primarque. Une flamme de bouche dense jaillit du pistolet de Vulcan, un cadeau de Ferrus Manus auquel le Primarque des Salamanders avait répondu par la réciproque. L'arme déchargée à courte portée détruisit les servomoteurs dans le bras droit du Dreadnought, rendant l'une de ses pinces inerte et inutile. Puis Vulcan grimpa sur son torse, et lorsqu'il en atteignit le sommet, lui enfonça son épée à la verticale à travers la tête. Comme un monstre tué sans en avoir encore pleinement réalisé sa mort, le Contemptor tomba en mettant un genou à terre, son bras désactivé pendant à son côté, tandis que l'autre s'agrippait la jambe en y cherchant un appui. Vulcan était coincé, incapable de libérer l'arme qu'il avait enfoncée si profondément pour tuer son ennemi, mais d'une torsion brutale, le Primarque cassa la lame et lança la longueur qu'il en restait sur un des saccageurs. Soudainement, les traîtres se replièrent vers la forteresse d'Horus Lupercal, ce qui fit croire à la Gorgone que la victoire lui ouvrait les bras. Ferrus Manus ordonna de continuer d'avancer malgré les pertes épouvantables. Vulcan lui demanda de leur accorder un moment pour reprendre leur souffle et panser leur plaie avant de replonger la tête la première dans une bataille aussi terrible et consolider ce qu'ils avaient déjà gagné, soulignant que les 4 légions suivantes qui allaient arriver pourront continuer le combat. Mais Ferrus Manus refusa d'écouter et continua d'avancer tandis que Vulcan, en compagnie de Corax, se repliait vers le site d'atterrissage. Là, les 4 légions de la seconde vague arrivèrent enfin, se positionnant à l'arrière des Salamanders, de la Ravengard et des Ironhands. Ne comprenant pas pourquoi les Iron Warriors qui lui faisaient face restaient immobiles et silencieux, Vulcan vit Perturabo et en regardant dans ses yeux, il comprit la raison. Et la trahison suprême frappa. Les Worldbearers, les Iron Warriors, l'Alpha Légion et les Night Lords levèrent leurs armes contre les 3 légions et commencèrent à les massacrer, révélant leur allégeance envers Horus, tandis que les 4 légions renégates du début de la bataille mirent fin à leur retraite feinte, revenant se battre contre les loyalistes soudainement encerclés. Une explosion monumentale monta de l'endroit où Vulcan se trouvait, disparaissant de la vue de ses 2 frères. Les Salamanders furent cernés par les Night Lords et l'Alpha Légion et furent massacrés dans des proportions démentielles sous une tempête de tirs de bolters. En quelques heures, la tuerie fut achevée et l'effectif presque entier des 3 légions complètes gisait en silence sur les sables torturés. Pire, si Corvus Corax avait disparu dans les désolations d'Isvan-5, Ferrus Manus fut tué, décapité par son frère Fulgrim. La mort de Ferrus Manus fut aperçue par Vulcan dans son esprit car s'il n'était pas présent lors du trépas de son frère bien-aimé, ils étaient liés, lui et la Gorgone, par des maillons plus solides que le seul lien du sang. Le seigneur des Dracs s'était retrouvé face à des chars de combat par centaines, à des titans qui arpentaient l'horizon en meute destructrice et à des appareils de descente qui inondaient le ciel
et l'étouffaient dans la fumée de leurs moteurs et de leurs explosions. Une compagnie de tanks renégats perchés sur un flanc de colline tiraient leurs obus sur les rangs des Salamanders et les écrasaient. Avec sa garde du brasier, Vulcan, aveuglé par la rage et la colère, s'était jeté seul sur ses tanks, déchirant de ses mains leurs lignes de blindés. Il fut alors la cible, lui et ses fils génétiques, de missiles qui libérèrent une lumière et du feu, déchirant le ciel en une grande bande d'un blanc magnésique et aveuglant. Vulcan regarda la détonation et contempla le feu se répandre sur le monde comme un océan bouillonnant avant de se réveiller tout hébété, son armure de combat brûlée. Il avait été projeté loin de la bataille, se retrouvant seul à part le corps d'un de ses fils du nom de Nemetor. Vulcan le serra contre lui comme un enfant, en levant au ciel Amenlobe, son marteau de guerre, et hurla son chagrin. Puis des Space Marines renégats, des Night Lords et des Iron Warriors l'atteignirent en une marée de guerriers, le poignardant de leurs couteaux et le cognant à coups contondants. Le Seigneur des Dracs en tua presque une soixantaine avant qu'il ne lui arrache Nemetor des bras. Agenouillé, meurtri en sang, une ombre tomba sur lui et le fit prisonnier. Konrad Kurz. Vulcan se réveilla. Ses perceptions du temps et de l'espace s'entrechoquaient, sans pour autant se rejoindre et lui rendant difficile de se concentrer correctement. Dépossédé de son armure et avec des entraves autour de ses poignets et ses chevilles, un garrot autour de son cou, il vit Horus qui lui parlait et se moquait de son état déplorable. Puis le Seigneur des Dracs cligna des yeux et eut la vision de rebooter Guilliman remplacer le maître de guerre. Guilliman enfonça profondément son gladius dans le torse de Vulcan de toute sa longueur jusqu'à la garde. Le primarque souffrit, mais finalement il vit qui était réellement son bourreau en face de lui. Son frère plus dément que jamais, Konrad Kurz. Vulcan reprit conscience plus tard, le corps pétri de douleur, enfermé dans une cellule avec des murs circulaires faits de métal, sans aucune porte ni accès, toujours enchaîné au niveau des membres et du cou. Il entendit une voix et vit Ferrus Manus apparaître, pâle, les joues enfoncées et les yeux froids, vitreux. Choqué devant cette apparition, Vulcan subit plusieurs coups d'épée de la part de Night Lords et de Kurz surgissant des ténèbres, s'effondrant tout en regardant le fantôme de la Gorgone lui montrant une ligne rouge sombre au niveau de son cou. Le Seigneur des Dracs reprit ses esprits et se retrouva dans la forge de sa jeunesse, y retrouvant son père adoptif, Enbel. Il le serra contre lui, heureux de le revoir, mais se rendit compte que sa présence ici était impossible. Il sortit de la forge et se retrouva à l'extérieur de Nocturne, changé à jamais par la technologie impériale. Il aperçut de dos Konrad Kurz avec un long couteau en train de couper quelque chose. Il s'apprêta à le pourfendre lorsque le commémorateur Véras, le même qu'il avait rencontré sur le monde de Caledra durant la Grande Croisade, lui demanda de cesser d'agresser son frère. Vulcan reconnut alors le maître de l'humanité à travers Véras. Kurz en profita pour lui enfoncer son couteau dans le dos. Vulcan reprit conscience, au fond d'une oubliette, et vit que le fantôme de Ferrus Manus l'attendait. Le primarque accusa cette apparition de ne pas être son frère décédé, tout en supportant les accusations de la Gorgone qui affirmait qu'il était mort par son inaction à venir l'aider et qu'il était l'incarnation de sa culpabilité. Dans un effort suprême, il arracha ses chaînes du mur sous les moqueries de Ferrus Manus qui lui apprit néanmoins qu'il avait eu le dessus sur Fulgrim durant son duel fatidique, mais que le Phénicien était habité par une puissance qui lui avait été fatale. Vulcan parvint à remonter l'oubliette et y trouva 2 Night Lords qui y montaient la garde. Il les tua silencieusement et emprunta les couloirs de sa prison. Mais il fut repéré par des Night Lords qui déclenchèrent l'alerte, et alors que le primarque tentait de s'échapper, il tua tout Night Lord qui s'attaquait à lui. Il trouva refuge dans le plafond et atteignit une pièce remplie de serfs humains de la 8e Légion qu'il élimina.
Il y trouva un plan à l'écran qui montrait une portion d'un complexe gigantesque. Vulcan était persuadé de se trouver dans un complexe souterrain sous Is-25, et tout en avançant dans les couloirs, il se rendit compte qu'il n'y avait aucun rapport entre cet espace et le plan qu'il avait vu. Il vit Ferrus Manus lui faire signe de le suivre vers les ombres, mais Vulcan prit la décision de l'ignorer. Mais il se retrouva nez à nez avec une nouvelle apparition, un spectre qui par sa silhouette et par ses traits était un Aeldari. L'apparition disparut rapidement. Il continua son avancée et se retrouva face à une porte coupe-feu impossible d'arracher de ses gonds. Soudainement, elle s'ouvrit, et le Seigneur des Dracs fut happé par le vide spatial, se rendant compte trop tard qu'il n'était pas sur Is-25, mais sur le vaisseau de Kurz, le Nightfall. Vulcan reprit conscience dans un puits octogonal s'allongeant sur des centaines de mètres vers le bas et vers le haut. Kurz était là, le qualifiant de sujet fascinant avant de lui expliquer que sa légion avait été détruite sur Is-25 et que le rêve de l'empereur n'était que mensonge. Vulcan apprit que les loyalistes connaissaient sur tous les fronts une débandade et que ses frères loyalistes étaient soit trop occupés, soit isolés pour venir le sauver. Il exprima son admiration pour l'endurance de Vulcan, sa force et son don. Puis il lui présenta sa prison, construite par Perturabo à la demande du Night Hunter et conçue pour l'empêcher de s'échapper. Vulcan ne comprenait pas les sous-entendus de son frère sur son don, le Night Hunter exprimant alors sa surprise devant son ignorance. Néanmoins, il lui annonça qu'il lui avait préparé un vaste programme de tortures ignobles, commençant sans tarder en s'éclipsant pour laisser la vraie nature de la prison de Vulcan se révéler à lui. Un fourneau. Vulcan fut consumé par les flammes tout en regardant le fantôme de Ferrus Manus rire et brûler avec lui. Vulcan reprit conscience, encore une fois, étonné d'être encore vivant mais ne conservant que des fragments de ce qu'il avait subi, s'imaginant qu'en réalité il était toujours sur Is-25, blessé, plongé dans un coma par sa membrane cataleptique ou qu'il avait été récupéré et que son corps luttait pour se réanimer dans la propreté clinique d'un apothécarion et que son esprit peinait à rester avec lui. Il se retrouva dans une cellule au mur blanc, luisant, lisse comme de l'ivoire, entendant des voix à l'intérieur d'eux, son corps étant même aussi lisse et dénué de stigmates qu'à son arrivée sur Nocturne. Il vit en face de lui l'Aeldari qu'il avait aperçu durant sa tentative d'évasion, et reconnut un grand prophète de cette race Xénos. L'Aeldari lui annonça qu'ils étaient nulle part, que ce n'était qu'un lieu de rencontre dans un de ses rêves. Il se présenta comme venant d'Ultwé et qu'il venait pour la question de la terre. Le grand prophète supplia le primarque de rester vivant et de résister comme gardien de la porte. N'y comprenant rien et furieux, Vulcan se jeta sur l'Aeldari qui disparut. Le Seigneur des Dracs se réveilla immédiatement troublé. Vulcan reprit conscience et l'horreur l'attendait. Conrad Kurz l'avait placé dans une longue salle créée par Perturabo où étaient encastrés de part et d'autre dans les murs des mécanismes d'un aspect ésotérique. De grands engrenages, des séries de rouages, aux côtés de servomoteurs petits et complexes. À l'autre extrémité du long mur, regroupé et isolé de Vulcan par un panneau sale de verre blindé, se trouvaient des captifs humains. Le Night Hunter activa l'engrenage et immédiatement une tension s'exerça sur les bras de Vulcan, attachés à des chaînes qui se rétractèrent violemment dans des creux du mur de part et d'autre du Seigneur des Dracs. En même temps, le plafond au-dessus des captifs humains se mit à descendre, les menaçant de les écraser. Kurz avait enchaîné Vulcan au plafond par l'intermédiaire de ses entraves. Par le mécanisme mis en place, seule la force surhumaine de Vulcan pouvait empêcher le plafond de tomber sur les malheureux. Kurz nargua Vulcan qui sentait ses forces le quitter alors qu'il entendait, comble de l'horreur, un enfant pleurer parmi les humains condamnés. Il vit pourtant un homme qui semblait accepter sa mort, calmement, et reconnut en lui le commémorateur Véras. Il a tenu des heures, mais inévitablement le bloc tomba, et quand Vulcan s'en rendit enfin compte,
Le fantôme de Ferrus Manus, de plus en plus squelettique, se moqua de lui en lui montrant le carnage qui avait eu lieu. Vulcan pleura plein de remords et de chagrin. Plus tard, alors qu'il sentait que l'équilibre de ses humeurs était rompu, Vulcan, affamé et assoiffé, se retrouva lié à une chaise autour d'une table où des mets moisis et avariés avaient été posés. 17 hommes et femmes étaient assis autour de la table de banquet. Kurz les avait affamés et sous les yeux horrifiés de Vulcan, il leur avait tranché les membres au niveau du poignet pour y planter à la place des couteaux aux tranchants inégaux et des fourchettes en trident suffisamment courts pour qu'il soit impossible aux victimes du Night Hunter de porter la nourriture à leur bouche. Vulcan leur cria de se nourrir les uns les autres, mais Kurz les avait rendus sourds et les avait aveuglés. Vulcan regarda les humains trépasser chacun leur tour, morts de faim. Il invita Kurz à le tuer, et c'est alors qu'il apprit la grande vérité. Il ne pouvait pas mourir. Le Night Hunter lui enfonça une fourchette dans le sternum et lui ouvrit la poitrine, révélant au seigneur des Dracs qu'il lui avait coupé la tête, percé le cœur, écrasé son crâne, embroché tous les organes majeurs de son corps, brûlé et démembré, mais qu'il ne pouvait pas mourir, ressuscitant et se régénérant sans cesse. Trépassant de nouveau, Vulcan fut ébahi devant cette nouvelle. Ressuscitant de nouveau, Vulcan fut effaré devant son immortalité, n'y voyant qu'un éternel tourment. La folie sadique de Kurz semblait ne pas connaître de limite, et le pauvre Vulcan, à la santé mentale de plus en plus déclinante, se réveilla sur une sorte d'armature de métal, humanoïde par sa forme, mais hérissée de piquants et de pointes qui s'étendaient à travers lui. Un mécanisme grossier immobilisait sa mâchoire et son menton en position relevée. Kurz avait cousu les lèvres de Vulcan et gainé ses jambes et ses bras de manchons de métal qui, dans le cas de ces derniers, s'achevaient en une paire de lames. L'ignoble Night Hunter contrôlait l'armature de Vulcan à distance, l'envoyant dans un corridor dans lequel des humains de l'armée impériale avaient été lâchés pour se faire massacrer par le châssis sur lequel Vulcan était attaché. Les soldats répliquèrent avec des armes, blessant le pauvre primarque qui était assimilé à l'ennemi. Vulcan eut même la vision du salamander Stéphane Nemetor qui fut tué par son armature devant lui. De nouveau dans sa cellule, Konrad Kurz lui rendit visite et l'invita à lâcher prise, de devenir d'une certaine façon comme lui, ce que Vulcan refusa de faire. Étrangement, Kurz semblait lui aussi sentir la présence du fantôme de Ferrus Manus, ce que Vulcan ne chercha pas à lui dissimuler. Plus tard, Vulcan reçut une visite inattendue et inespérée. Corvus Corax. Le seigneur des corbeaux lui affirma qu'il était venu le sauver et que lui et une petite équipe de Ravengard avaient infiltré le Nightfall. Il guida Vulcan dans les couloirs afin de rejoindre leur navette et s'échapper de cet enfer. Mais les Ravengard furent tués un par un et les deux primarques se retrouvèrent finalement dans une arène de combat où des duels de gladiateurs étaient pratiqués, piégés par une cloison blindée. Le Night Hunter était présent dans les gradins et ordonna un duel à mort tel que ceux pratiqués par les gangs de la défunte Nostramo, sous peine d'exécuter des Space Marines loyalistes capturés, dont Nemetor, que Vulcan avait encore cru mort, mais offrant la liberté pour le vainqueur. Après une violente empoignade, Vulcan se laissa tuer par Corax une lame dans le cœur. Vulcan reprit conscience et se vit attaché sur une table avec des sangles entourées de psykers humains. Kurz lui expliqua que tout n'était qu'illusion. Il n'y avait jamais eu de Corvus Corax ou de mission de sauvetage. Tout avait été psychiquement induit à Vulcan par des sorciers davinites, que le Night Hunter massacra pour avoir échoué à faire plier Vulcan, dont il souhaitait voir le basculement en tuant le faux Corax. Puis Vulcan fut de nouveau assassiné. Vulcan reprit conscience et regarda le fantôme de Ferrus Manus qui lui faisait un sourire moqueur. Puis il s'agenouilla, demandant de l'aide à l'empereur. Là, l'apparition de la Gorgone cadavérique lui montra une vaste porte ornementée qui avait commencé à apparaître et sur laquelle toute une trame d'imagerie, une scène qui paraissait montrer un conflit d'un âge ancien,
était représenté avec ses combattants brandissant des épées, des haubers de mailles et de pourpoints de cuir. Vulcan vit 3 armées qui résistaient désespérément dans une gorge étroite et leurs ennemis rangés de part et d'autre, une allégorie 10-25. Kurz apparut à ses côtés et lui expliqua que c'était l'entrée du labyrinthe de fer créé par Perturabo à sa demande. Ce labyrinthe avait été construit pour empêcher tous ceux qui y rentraient d'en ressortir un jour. En son centre, le Night Hunter y avait placé le marteau de guerre du Seigneur des Dracs, Amenlobe. Autour du marteau, suspendu à des chaînes, il y avait placé 2 salamanders atrocement torturés par ses soins. À ce stade, le Night Hunter était en colère car il n'avait pas réussi à briser le courage et la moralité humaniste de Vulcan, qui jamais n'avait cédé aux ténèbres où Kurz voulait le faire tomber. Le sombre primarque des Night Lords disparut dans les ombres du labyrinthe de fer, invitant Vulcan à le suivre et à sauver ses fils enchaînés. Vulcan n'eut d'autre choix et entra. Profitant du noir, Kurz s'amusa à tenailler Vulcan qui avançait pour trouver un chemin, même s'il savait qu'il était totalement perdu. Enrageant contre l'insaisissable Night Hunter qu'il avait déjà entaillé de nombreuses blessures, le Seigneur des Dracs vit alors face à lui le commémorateur Véras. Il s'agenouilla devant cette apparition qui lui demanda de fermer les yeux avant de mettre sa main sur son front, l'invitant à être en paix et l'appelant fils. En ouvrant les yeux, Vulcan vit que Véras avait disparu et il sentit ses membres retrouver de la force et une résolution nouvelle qui l'emplissait. Il sut néanmoins que la paix qui lui avait été transmise ne durerait pas dans cet endroit et il fallait qu'il agisse vite. Il arriva finalement au centre du labyrinthe de fer et constata que Kurz avait tué ses 2 fils enchaînés, dont l'un d'eux était Nemetor. Le Night Hunter lui répondant honnêtement qu'ils étaient morts avant même que Vulcan ne soit emmené sur le Nightfall. Amenlobe était protégé par un champ de force privant le Seigneur des Dracs de son arme. Alors Kurz le provoqua de nouveau, mais Vulcan était imperturbable, ce qui cette fois rendit le Night Hunter fou de rage. Du coin de l'œil, Vulcan vit que Ferrus Manus le surveillait fièrement et qu'il n'était plus une goule cadavérique, mais bel et bien l'être glorieux que le Seigneur des Dracs voulait se rappeler. Le primarque démon se jeta sur le Seigneur des Dracs qui avait retrouvé sa force et révéla alors un petit secret. Il était le plus fort physiquement des fils de l'empereur. Il balança des coups d'une puissance telle que Kurz chancela. Vulcan défonça son armure et lui fracassa une de ses joues. Puis il souleva son geôlier avant de l'abattre sur le piédestal qui soutenait le champ de force du marteau. Vulcan put alors s'emparer d'Amenlobe et tabassa Kurz avec, lui faisant payer ses atrocités. Puis alors que Kurz était vaincu et brisé, Vulcan l'écouta le supplier de l'achever et de mettre fin à ses tourments et à sa folie. Mais Vulcan l'épargna, refusant de se mettre au même niveau que lui, et sous les yeux d'un Night Hunter vaincu, il activa le dispositif de téléportation caché placé sur Amenlobe et s'échappa dans le Warp. Il réapparut au-dessus de l'atmosphère d'un monde gris et nuageux, tombant comme une météorite vers sa surface. Il brûla alors qu'il entrait dans la haute atmosphère de cette planète, éprouvant une souffrance à une échelle incommensurable, puis il mourut encore. Le corps de Vulcan fut retrouvé et par la suite mis dans la crypte de la Flamme Indomptable dans Magna Macrax Civita. Sur son cercueil, sur le seul ornement présent, un parchemin doré fut gravé de la Flamme Indomptable. Vulcan gisait dans un repos silencieux, ses yeux étant fermés, paraissant sereins derrière le verre de son sarcophage. Désireux de ramener Vulcan sur Nocturne et persuadé qu'une fois arrivé, le Seigneur des Dracs ressusciterait après un rituel, Numéon mena les derniers salamanders présents sur Macragge à bord d'une barge de bataille de leur légion, le Charybdis. Il dirigea une expédition vers Nocturne, mais pendant le voyage, le navire fut assailli par des Worldbearers et les démons de la tempête de la ruine. Après de multiples péripéties,
l'expédition de Numéon avait été suivie par un contingent de la Death Guard. Après avoir repoussé leur tentative d'invasion de Nocturne grâce au contingent de Salamanders présents sur la planète et sous les ordres du chapelain Nomus Ritan, Numéon et ses frères enterrèrent le corps de Vulcan dans le mont Feu de Mort. Au bord de la caldeira dormante du mont Feu de Mort, dans un vaste bassin accidenté, les derniers fils de Vulcan se rassemblèrent, moins de 800 individus. Sous le son d'un battement endeuillé qui résonnait par-dessus le souffle de la montagne, marqué par les salamanders cognant le poing fermé contre leur épaulière et des enclumes disposées en bordure de la caldeira qui résonnait à l'unisson, le corps de Vulcan reposait sur une plaque de granit, Amenlaube posée en travers de sa poitrine. Des chaînes cérémonielles furent enroulées autour des bras et des jambes de Vulcan, de son torse et de son cou. 4 chaînes qui passaient dans d'épais anneaux de fer, eux-mêmes rivetés dans la roche éruptive aux 4 points cardinaux. 9 jours plus tard, nulle résurrection miraculeuse n'advint. Brisé par ce dernier revers et se souvenant des paroles de Magnus, Numéon se dépouilla de son rang et de son armure et quitta furtivement ses frères avant de rentrer dans une fissure du mont Feu de Mort. Mais une fois que Numéon y entra, la montagne saigna d'un feu liquide et la fissure disparut comme si elle n'avait jamais été là. Et Numéon non plus. Bien qu'il ne serait plus jamais réuni avec son primarque, le sacrifice final de Numéon s'est avéré être un succès. Vulcan se réveilla, nu, cerné par le feu en position fétale, entouré de fumerolles qui traçaient des volutes sur sa peau, son corps vierge de la moindre cicatrice, bien vivant. Alors que les armées d'Horus prenaient d'assaut le mont Trône et les murs du palais impérial, Vulcan resta aux côtés de l'empereur dans la salle du trône. Durant la bataille qui allait décider du destin de l'humanité, le primarque Magnus le Rouge parvient avec 3 de ses guerriers à infiltrer le palais et à rejoindre la salle du trône guidé par l'empereur lui-même qui espérait le faire revenir dans le camp loyaliste. Magnus le Rouge ambitionnait quant à lui d'assassiner l'empereur pour prendre sa place sur le trône, au nez et à la barbe du maître de guerre. Mais quand il se retrouva face à son père assis sur le trône d'or, et en lutte constante contre les puissances de la ruine qui tentaient de pénétrer dans les cryptes du palais, le roi pourpre modela un javelot parfait dans sa main. Alors qu'il s'apprêtait à frapper le maître de l'humanité, Vulcan vint s'écraser comme la foudre et avec violence au sommet du grand piédestal où se trouvait l'empereur, se retrouvant face à Magnus qui constata surpris que le seigneur des Dracs était alors bel et bien vivant. Vulcan regarda avec une grande tristesse le roi pourpre et abaissa son puissant marteau de guerre. Magnus lui parla alors d'un fragment de son âme alors brisé qui avait veillé sur son corps durant le périple mené par Numéon pour le ramener sur Nocturne. Vulcan lui confirma que c'était grâce à lui que Numéon avait pu le ramener sur son monde et donc à la vie, et devant la surprise du primarque des Thousand Suns qu'il avait vu mort dans ce souvenir, le seigneur des Dracs expliqua que son don était de revenir à la vie. Il admit que l'Imperium ne sera plus jamais le même après cette guerre civile, mais qu'entre les mains d'un forgeur chevronné, tel le feu, il pourrait être reforgé, ce qu'admit Magnus, qui voyait le feu comme un élément de destruction mais aussi de renouveau. Après cette discussion philosophique, Vulcan lui souligna qu'il ne l'arrêtera que s'il avait l'intention de lancer son javelot, chose qui faisait à présent hésiter le roi pourpre. C'est alors que l'empereur communia avec Magnus le Rouge. Mais alors que Magnus était sur le point de rallier le camp de l'empereur, le maître de l'humanité révéla qu'il y avait un prix à payer à revenir dans le giron de l'Imperium. Tous les Thousand Suns devaient périr, car contaminés dans leur corps par une malédiction génétique. En échange, Magnus obtiendrait une nouvelle légion pure de corps et d'âme. Mais le roi pourpre demanda à Vulcan, qui le suppliait de revenir auprès des loyalistes, s'il aurait pu abandonner ses fils génétiques pour satisfaire son désir. Vulcan admit sans aucune hésitation ni détour que lui ne le pourrait pas. Et alors Magnus le Rouge tenta d'abattre son javelot sur l'empereur, se condamnant définitivement à la damnation. Le seigneur des Dracs intercepta dans les airs l'arme qui aurait mis fin à la vie de son père grâce à son marteau, et chargea alors son frère déchu qui récupéra son javelot directement à lui.
Les deux frères se déchirèrent l'un contre l'autre, Vulcan écrasant son marteau sur la hanche de Magnus en lui pliant les os et en lui déchirant les muscles. Le primarque déchu lança son javelot droit sur Vulcan et perfora son plastron, lui transperçant la poitrine, le cœur et les poumons avant de jaillir par son dos et de s'envoler en arc lointain dans les airs. Avec un regret authentique, Vulcan lui souligna qu'il aurait pu revenir du bon côté, mais Magnus s'abandonna aux maîtres infernaux de l'obscurité du Warp, régénérant son corps et devenant ainsi une créature de l'immatérium à jamais damnée. Suite à cette transformation, il se régénéra et fut banni de la salle du trône par la présence purificatrice de l'empereur. Suite à l'hérésie, Roboute Guilliman prit de facto la tête des forces armées de l'Imperium. Il imposa sa plus grande œuvre, le Codex Astartes, qui instaura la division des légions Space Marines en forces de moindre envergure appelées chapitres. Lorsque le Codex Astartes fut révélé, Vulcan fut un des primarques qui s'opposa à la décision de Guilliman de diviser les légions. Même si on ne sait pas quel fut l'échange entre les deux primarques, on pense que Vulcan expliqua ses craintes à son frère. Finalement, en raison des pertes subies durant l'hérésie d'Horus, Guilliman accepta que les Salamanders soient l'une des seules légions exemptes de l'obligation de se diviser en chapitres. On ne sait donc pas si des chapitres successeurs ont été créés avec le patrimoine génétique des Salamanders, même s'il existe bel et bien des chapitres qui partagent avec eux des traits physiques et des dogmes militaires similaires. Puisque les Salamanders n'avaient plus à craindre de voir leurs effectifs fondre une nouvelle fois à cause de leur fragmentation en chapitres, les craintes de Vulcan furent dissipées et des millénaires plus tard, les Salamanders respectent la plupart des recommandations du Codex Astartes. Néanmoins, leur structure en 7 compagnies rappelle toujours les 7 grandes loges de la Légion d'antan. En outre, les 6 premières compagnies entretiennent chacune des liens solides avec les colonies majeures de Nocturne, bénéficiant ainsi des échanges culturels et spirituels et fournissant en retour conseils, directions et protections à la population de chaque colonie autant que leur devoir le leur permet. Le destin du primarque Vulcan, quant à lui, est sujet à débat, mais il finit par disparaître comme la plupart de ses frères. La disparition de Vulcan est rendue encore plus mystérieuse par les textes qu'il a laissés et qui forment le tome de feu. L'essentiel de son contenu est sous forme de prophétie et peut être interprété de diverses façons, mais un message n'est pas sujet à controverse chez les Salamanders. Le primarque a légué à son chapitre plusieurs artefacts créés de sa propre main. Toutefois, il ne précise pas où ils se trouvent, et le texte n'en dit pas plus à ce sujet. Malgré tout, l'acharnement des Salamanders leur a déjà permis de retrouver 5 des 9 de ces précieuses reliques. La légende raconte que ce n'est que lorsque tous ces objets auront été retrouvés que le primarque Vulcan reviendra pour mener ses Space Marines dans l'ultime guerre contre les ennemis de l'humanité.